la question de meilleures méthodes de préservation et de transmission de la mémoire des victimes et de lutte contre le négationnisme. Pour cela, il faut continuer les recherches et élargir les recherches sur l'histoire de ce génocide. Certains historiens l'ont bien compris. Et par exemple, je crois que c'est Jean-Pierre Chrétien qui dit que face à l'obsession des clivages identitaires, il semble que le meilleur riposte serait de redonner la vigueur à l'histoire sociale, culturelle et économique. Il est désormais important de décloisonner l'histoire du génocide des Tutsis et de la faire entrer dans l'histoire mondiale, internationale des génocides du XXe siècle. Concernant l'écriture de cette histoire, les travaux effectués sur ce génocide sont de plusieurs types, des témoignages réels des survivants, etc. Mais avec l'ampleur encore mal connue des conséquences en Afrique, en Europe et dans le monde, et cette dimension religieuse, sociale, politique, de réflexion sur l'État et l'organisation des avoirs portant sur le traumatisme, de reconstruction et de résilience, de connaissance des négationnismes, de l'impunité et de la réponse pénale, le lien étroit, le savoir des recherches, etc., des formes de modalités de préservation de l'institutionnalisation de la mémoire, tout cela reste à découvrir. Cependant, on remarque que ce génocide n'a pas fini de révéler ses secrets et que beaucoup reste encore à faire et qu'on n'est pas encore au bout du questionnement. Ce colloque donc a pour objectif de faire un retour sur les rapports respectifs de la justice de ce génocide et ceux de l'histoire, en essayant de pointer les lacunes et les forces de ces approches, afin de définir les pistes et les réflexions. Par détour, ce sera une occasion, évidemment, vous l'aurez compris, de rendre hommage au professeur Éric David, un grand juriste qui nous a quittés l'année passée. Il avait de bonnes relations avec notre association, mais on va nous dire amplement dans quelle mesure il s'est impliqué dans la lutte contre le génocide. Donnons-nous maintenant la parole à Madame Fierens, qui remplace la rectrice qui nous a fait part de sa maladie et nous a envoyé Madame Fierens pour la représenter. Je vous remercie. Merci à vous, madame. Voilà, pour vous présenter en un mot, vous êtes chargée de recherche au FNRS, chercheuse qualifiée au FNRS. Vous êtes impliquée depuis longtemps, en fait, dans l'histoire du génocide, puisque vous y aviez déjà consacré votre mémoire, si je dis bien, et vous avez aussi co-réalisé un documentaire. Je vous cède la parole. Je vous remercie beaucoup. Donc voilà, en l'absence de la rectrice, je suis mandatée pour vous accueillir. Et donc c'est évidemment un honneur pour l'ULB de vous accueillir aujourd'hui pour réfléchir à la façon dont la justice et l'histoire permettent de penser le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé par l'ONU pour juger les responsables de ce génocide. Pour la première fois dans l'histoire, un tribunal international a condamné les personnes pour crimes de génocide tels que définis dans la Convention de 1948. Le TPIR a donc marqué une avancée significative dans la lutte contre l'impunité. Mais le TPIR, c'est aussi l'aveu d'un échec. Comme le disait Éric David, que ma collègue Ornella Rovetta, historienne également, enfin historienne, je ne suis pas historienne, ma collègue Ornella Rovetta et moi-même avions rencontré, donc nous avions rencontré Éric David pour parler du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il nous disait « La création du TPIR est un événement remarquable dans l'histoire des relations internationales. Mais c'est aussi un moyen très faible pour la communauté internationale de se racheter de son invraisemblable impéritie au moment du génocide. Car si le TPIR a existé, c'est pour juger les auteurs d'un génocide qui n'a pas été empêché.
l'ONU a d'abord longuement hésité à reconnaître le génocide lui-même. Le Conseil de sécurité a ensuite hésité à créer un tribunal international. Ces silences et ces hésitations ont été dénoncés par les victimes, par les associations, par une partie du monde académique. Et ce n'est qu'en novembre 1994, plusieurs mois après la fin du génocide, que la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies a permis de créer le TPIR. La création du tribunal n'est donc pas une victoire, car la tragédie, avec tous les guillemets qui s'imposent autour de ce terme, était déjà consommée. Cette justice est imparfaite à bien d'autres égards, notamment parce que le TPIR se trouvait à Arusha, loin du Rwanda. Il n'en reste pas moins que le TPIR a représenté un outil essentiel pour l'exercice de la justice. Il a notamment jugé des planificateurs et organisateurs du génocide, tels que le colonel Théoneste Bagosora et le Premier ministre Jean Kambanda. Cela fait maintenant 10 ans que le TPIR a fermé ses portes. Au Rwanda aussi, la fin des procès devant les tribunaux Gacaca a marqué la fin d'un processus judiciaire exceptionnel. Pendant 10 ans, ces instances ont permis de juger des centaines de milliers de personnes accusées de participation au génocide. Cette justice, rendue par les citoyens, au plus près des lieux et des personnes, a constitué une expérience inédite. Elle a aussi posé des défis en termes d'impartialité. Aujourd'hui, le processus se poursuit, un processus judiciaire devant d'autres types d'instances, mais un processus historique également. Le TPIR a laissé un immense héritage documentaire. Tout ce qui a été dit dans le prétoire durant 2 décennies a été enregistré et retranscrit. Ces archives sont à la disposition des historiens, mais également de quiconque souhaite tenter de comprendre et de raconter les faits tels qu'ils ont été évoqués devant le tribunal. Comme le souligne Marcel Kambanda, que nous avons également rencontré avec Ornella Rovetta à l'occasion de la 25e commémoration, donc Marcel Kambanda disait « Juger, ce n'est pas uniquement condamner, c'est aussi pouvoir faire un récit, mettre les mots sur ce qui s'est passé de façon à pouvoir faire l'histoire de ce génocide. » 31 ans plus tard, il est crucial de poursuivre ces réflexions, ce travail de justice, d'histoire et de mémoire. Et c'est donc un honneur d'accueillir ce colloque à l'ULB. Bon travail à toutes et à tous. Merci de citer cette phrase « Juger, ce n'est pas seulement condamner, c'est écrire un récit ». Elle est formidable et trouve toute sa place ici aujourd'hui. Que le souvenir d'un grand juriste qui nous a quittés il y a 1 an et demi maintenant, et Éric David, combattant de la paix dans les conflits armés. C'est antinomique peut-être comme expression, mais c'était tout son combat. Et j'invite le professeur Olivier Corten, professeur ici aussi à l'ULB, de venir ici pour lui rendre hommage. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Merci pour m'avoir invité à ce colloque et me donner l'occasion de parler de mon ancien collègue et ami Éric David, dont on a déjà parlé. Éric David était en effet à la fois un professeur et un chercheur reconnu dans la communauté universitaire pour sa rigueur et son sérieux, et en même temps c'était une personne très engagée, et c'était tout le défi évidemment de combiner à la fois le caractère scientifique de ses écrits et en même temps un engagement, c'est-à-dire le sentiment que tout ce qu'on écrit, toutes les études que l'on peut réaliser, elles doivent aussi être comprises dans un contexte politique, dans un contexte social. Et Éric David, qui avait d'ailleurs fait des études également de sciences politiques, était bien conscient que de ce point de vue-là, la question du génocide, auquel il s'intéressait beaucoup, il était reconnu en effet comme professeur de droit de la guerre, mais aussi de droit pénal international, était une question extrêmement sensible et qu'il était évidemment non seulement vain, mais irresponsable de ne pas tenir compte des instrumentalisations qui pouvaient être faites
lorsque on parlait ou des combats ou des débats extrêmement sensibles qui existaient à propos de la notion de génocide. Pour ce qui est du Rwanda, en effet, c'est un événement le génocide rwandais, qui l'a tout particulièrement marqué. Il avait été à la base de la publication, à une époque où Internet était encore rudimentaire, des décisions du tribunal pénal international sur le Rwanda. En tant que directeur à l'époque du Centre de droit international, il avait impulsé cette publication en coopération avec le tribunal. Il avait aussi, peut-être que certains et certains d'entre vous le savent, été à la base en Belgique de l'idée d'une compétence universelle, c'est-à-dire la possibilité et même le devoir pour tous les États de la communauté internationale de juger des auteurs des crimes les plus graves, comme le génocide ou le crime contre l'humanité, indépendamment de la nationalité des victimes et des auteurs. Et cette idée de compétence universelle, il en a été un des fervents partisans, en Belgique en particulier, avec la loi de compétence universelle qui en effet a été adoptée, qui a connu des fortunes variées en raison de problèmes d'immunité. On pense notamment à l'affaire Yerodia dans laquelle David a été impliqué, ce ministre congolais qui avait été responsable de déclarations extrêmement problématiques dans le contexte du conflit au Congo en 1998. On sait qu'à la suite de cela, la loi de compétence universelle a été, sa portée a été réduite par le respect des immunités. Néanmoins, par rapport au Rwanda, la question ne s'est pas véritablement posée, ça a été un véritable succès, puisque en coopération plutôt avec les autorités rwandaises et sans qu'aucun problème d'immunité ne se pose, en Belgique, la loi de compétence universelle, vous le savez, a été appliquée pour juger un certain nombre de responsables du génocide. Voilà un petit peu, de manière générale, les liens entre Éric David et le génocide rwandais. Je voudrais néanmoins profiter des quelques minutes que l'on m'a accordées pour revenir à une perspective plus dynamique qui est en effet celle de ce colloque, qui est les leçons du génocide rwandais, puisque c'est bien ça, évidemment, au-delà de la souffrance et de la mémoire et du récit, on l'a dit, qui est mis en scène par les tribunaux pénaux internationaux, ce qui est peut-être à la limite tout aussi important que la condamnation des personnalités comme Akaïssou par exemple ou d'autres, qui finalement se passent peut-être moins dans l'histoire que le récit du génocide par les tribunaux. Au-delà de ça, il y a les leçons de ce qui s'est passé au Rwanda en comparaison avec ce qui peut aussi se passer ailleurs. Et Éric David y était très sensible. Alors je voudrais peut-être insister à cet égard sur 3 leçons dont je me rappelle que lui-même, on a mentionné des conversations avec lui, auxquelles lui-même était très très sensible. Pour partir d'un petit souvenir personnel, moi aussi, j'avais été très honoré et j'avais beaucoup apprécié d'être invité à ses 60 ans. Donc c'était en 2003, il avait fait une petite fête chez lui. Et à cette occasion, il avait pris la parole et il avait notamment exprimé, ça fait écho à ce qui a déjà été dit, que finalement son plus grand regret dans sa carrière et même dans sa vie était son impuissance face à ce qui s'était passé au Rwanda. C'est vraiment comme ça qu'il l'avait exprimé. Pour lui, c'était son plus grand regret. C'était évidemment touchant et en même temps, on sentait qu'il y avait son côté engagé et même très ambitieux parce que ça laissait entendre que lui, en tant que personne, aurait pu influencer le cours des événements. Mais évidemment, c'est ce qu'il faut se dire, sinon on ne fait rien et on reste conservateur en se disant que de toute façon, on ne peut rien changer. Et donc, c'était vraiment touchant de l'entendre dire ça et ça m'a rappelé des conversations qu'on avait eues au moment du génocide. Et donc, à cet égard, il y avait 3 points vraiment, comme je le disais, qui l'avaient interpellé. Le premier point, c'était le discours sur l'échec
non pas nécessairement de la communauté internationale, mais même du droit international. Et à cet égard, le Rwanda a souvent été cité en combinaison avec Srebrenica et la Yougoslavie, des événements finalement assez contemporains de la première moitié des années 90, où dans les deux cas, on a dit voilà, c'est l'échec finalement du droit international, puisque les règles n'ont pas été appliquées, et plus spécifiquement, a-t-on parfois dit, et là c'est la souveraineté des États concernés, à savoir la Yougoslavie et le Rwanda, au moment où le génocide a été perpétré, sont des éléments qui finalement ont été des obstacles à l'action. Il était très choqué par ce genre de discours, parce qu'en connaisseur du droit international, il pointait qu'en réalité, la souveraineté ne permettait d'abord évidemment pas de commettre des violations des droits humains, et encore moins la plus grave d'entre elles, c'est-à-dire le génocide, mais aussi le droit international donnait des outils pour les faire respecter, qui n'étaient pas toujours, c'est vrai, à la disposition des États, mais qui en l'occurrence l'étaient. Et pour me limiter au cas du Rwanda, il pointait le fait que les casques bleus, les forces des Nations Unies étaient sur place, avaient un mandat pour assurer la sécurité dans Kigali et ses environs, un mandat suffisamment souple pour permettre aux forces des Nations Unies d'agir pour empêcher le génocide, disait-il. Ce qui s'est passé, comme vous le savez, c'est l'inverse. Il y a eu l'assassinat des para-belges et à la suite de cela, il y a eu le retrait des para-belges et ensuite, dans la foulée, d'autres forces des Nations Unies. Eric David n'avait pas de mots assez durs pour la mise en œuvre de cette politique. Il estimait que ces paras finalement étaient morts pour rien, puisque les génocidaires avaient gagné, leur stratégie avait fonctionné, et que ce qu'il aurait fallu faire, disait-il, c'était le contraire, non pas faire la guerre, mais en tout cas renforcer la sécurité et renforcer les forces des Nations Unies sur place, plutôt que de laisser libre cours ensuite au développement du génocide. Et plus fondamentalement, dès lors, ici le droit international est utilisé comme une sorte d'excuse pour ne pas agir, alors qu'en réalité, les outils juridiques étaient là et permettaient d'agir. Et le problème n'était donc pas les règles, en l'occurrence, ou le mandat insuffisant. Le problème était un manque de volonté politique de la part des États ici pour faire appliquer ces règles, pour mettre en œuvre ces mandats. Donc ça, c'était vraiment un point qui l'avait beaucoup interpellé. Et évidemment, au-delà du Rwanda, ou d'ailleurs de la Yougoslavie, où on pourrait transposer le raisonnement, c'est un point qui doit toujours être gardé à l'esprit, d'avoir un regard critique lorsqu'on est devant des discours selon lesquels on ne peut rien faire, il n'y a pas de sanctions possibles. Il y a toujours des gammes de sanctions, ce n'est pas toujours des sanctions militaires, mais il y a toujours des sanctions qui sont possibles, et il est évidemment un peu facile de se retrancher derrière une conception très 19e siècle, je dirais, de la souveraineté, c'est-à-dire les affaires intérieures au sens presque géographique du terme, pour finalement contourner ses responsabilités. Alors, deuxième point qui est lié au premier, c'est que, outre que la question est souvent d'appliquer, de mettre en œuvre des outils qu'on a plutôt que de faire semblant qu'on n'en a pas, le deuxième point, c'est qu'il ne faut néanmoins pas les détourner. Et là, par rapport au cas du Rwanda, je me rappelle également de nos conversations au sujet de l'opération turquoise, que vous connaissez, où le Conseil de sécurité, avant en effet de créer le tribunal pénal international sur le Rwanda, avait dans sa résolution 929 autorisé une opération militaire destinée, alors là les termes étaient plus larges, à finalement améliorer ou à renforcer ou à rétablir une situation humanitaire. Je ne me rappelle plus des termes exacts de la résolution, mais en tout cas, c'était en effet une autorisation là beaucoup plus franche et directe de recourir à la force que, vous le savez, la France a mise en œuvre. Évidemment, comme on le sait, la France a mis en œuvre cette résolution,
mais a au moins tout autant stabilisé ou pu, à un moment quand même où l'essentiel du génocide avait déjà été accompli, a pu être une espèce de force de dissuasion, mais surtout, comme vous le savez, a permis aux forces génocidaires d'être protégées et même d'être finalement conduites sur le territoire, ce qui était alors le Zaïre voisin, avec des conséquences à long terme que l'on connaît toujours aujourd'hui, de déstabilisation extrêmement grave. Et là aussi, au lieu, finalement, comme dans la première hypothèse, de ne pas utiliser les outils, ici, on les utilise, mais on en abuse. Et ça, c'était une autre préoccupation d'Éric David, qui, là encore, avec la Yougoslavie, il avait partagé, c'est-à-dire qu'il estimait plus généralement que le génocide ne pouvait pas être une excuse pour aller au-delà de ce que prévoyait le droit international. On a mentionné son côté pacifiste. Ce n'était pas va-t-en-guerre, il n'estimait pas que des interventions militaires étaient des solutions. Il était légaliste, il estimait en effet que s'il y avait une autorisation et qu'on respectait les limites de cette autorisation, eh bien, ça pouvait effectivement être quelque chose d'opportun, mais certainement pas lorsqu'on allait au-delà. Et en tout cas, la simple existence et plus encore la simple revendication ou affirmation qu'un génocide se déroulait sur le territoire d'un État tiers ne constituait aucunement, selon lui, s'appuyant à cet égard d'ailleurs sur des arguments très forts en droit international, un argument valable pour justifier des interventions militaires en territoire étranger. Là aussi, évidemment, c'est un enseignement qui dépasse, et de loin, le cas du Rwanda, et on pourrait évidemment discuter sur ce qui se passe aujourd'hui encore au Congo à propos des arguments selon lesquels il s'agirait d'interventions militaires destinées à empêcher qu'un génocide survienne ou soit à nouveau déclenché. Ce sont des arguments qui sont extrêmement problématiques, soulignait Éric David. Et alors, troisième et dernier point, je ne vais pas être trop long, qui résulte des conversations et de l'œuvre finalement d'Éric David, c'est que, évidemment, le droit international, quand on dit on peut l'utiliser, il ne faut pas en abuser, il y a évidemment des questions d'interprétation. Et Éric David a toujours été très intéressé, c'est finalement toute son œuvre en matière de droit pénal international, sur le caractère dynamique de l'interprétation. Il était bien conscient que l'histoire du droit pénal international est une histoire où il avait beaucoup de discussions avec ses collègues pénalistes de droit interne. Le principe de droit pénal très rigoureux et classique de la légalité des infractions, selon lequel on doit absolument s'assurer, pour juger quelqu'un, que le crime avait bien été intégré dans une loi avec des peines tout à fait précises, était quelque chose qui avait été interprété avec beaucoup de souplesse, notamment à Nuremberg. Je me rappelle encore, quand j'étais son étudiant, de ses cours sur Nuremberg, où il mettait bien en évidence qu'on avait interprété de manière dynamique, notamment la notion de crime contre l'humanité, qui n'était pas reprise dans des conventions, dans des textes, mais on a utilisé la coutume et on a ainsi interprété le droit international pour le faire évoluer et le mettre en phase avec les préoccupations de la communauté internationale. Il en allait de même pour le génocide, où il était là aussi bien conscient qu'on est quand même toujours devant une sorte de dilemme avec la notion de génocide et des débats sur la notion de génocide. Soit on adopte une conception extrêmement stricte qui finalement va limiter, et on va être amené à pratiquement avoir toujours en vue la Shoah, qui est en effet l'événement historique qui a été à la base de la création même du concept de génocide dans la Convention de 1948. Mais alors, si on va trop dans cette voie, on va finalement considérer qu'il n'y a aucun précédent qui est identique, voire similaire. Et en effet, même dans le cas du Rwanda, c'est tout à fait différent de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et donc on va rejeter alors la qualification de génocide sous la justification
qu'il ne faut pas banaliser l'expression et que dès lors, il faudrait qu'on ait une nouvelle Shoah, presque avec donc des camps d'extermination, etc., pour qu'on puisse parler de génocide. Et évidemment, ça reviendrait à complètement empêcher la notion de génocide d'avoir une quelconque utilité. Mais soit on l'interprète plus souplement, mais le risque, c'est de la banaliser et d'appeler génocide tous les massacres, en réalité, tous les massacres, et finalement des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité qui existent par ailleurs, mais qui ne sont pas nécessairement des génocides, faute de démontrer l'intention de détruire un groupe ethnique ou religieux comme tel. Groupe ethnique ou religieux, non pas que essentiellement il s'agit de groupes ethniques ou religieux, ça c'est un des enseignements du génocide rwandais, mais qu'en tout cas il a été perçu comme tel par les génocidaires. Et donc il avait cette position où il essayait d'articuler un petit peu ces deux impératifs, être suffisamment strict, mais pas non plus trop strict, de manière à parvenir à qualifier. Et c'est pour ça qu'il n'avait aucune hésitation dans la vie pour parler du génocide rwandais. Alors pour terminer, évidemment, c'est difficile de ne pas mentionner les débats actuels sur le génocide. Il y en a un certain nombre devant des juridictions, deux en particulier. Il y a le cas des Rohingyas avec le Myanmar, où il y a tout un débat devant à la fois la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice pour savoir s'il est question ou pas de génocide. L'argument justificatif du Myanmar étant on est en guerre et en fait on vise des ennemis et il ne s'agit donc pas de viser une ethnie ou un groupe religieux comme tel. Ça c'est un exemple. L'autre exemple évidemment c'est Gaza, c'est la Palestine, un dossier dans lequel Eric David était là aussi très très impliqué. Et comme vous le savez, il y a là aussi un débat devant la Cour internationale de justice, pas devant la Cour pénale internationale où les incriminations ne portent pour l'instant, ça peut changer, mais pour l'instant pas sur ce crime spécifique, mais plutôt sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Et là, c'est évidemment impossible de savoir ce que Eric David en aurait pensé. Je pense en tout cas qu'il aurait pris au sérieux tous ces rapports qui ont été élaborés au sein des Nations Unies. Et pour lui, ça n'aurait certainement pas été une question tabou de qualifier ce qui se passe à Gaza et d'ailleurs au Myanmar de génocide. Et je pense en tout cas, pour terminer, et ça c'était peut-être un dernier renseignement, qu'il aurait de ce point de vue-là, en tout état de cause, dénoncer les crimes, parce que pour terminer, il ne faut pas oublier, et ça il le mentionnait très bien aussi, que ce n'est pas parce qu'on ne qualifie pas une situation dans tel ou tel cas de génocide, que ce ne sont pas par ailleurs des crimes qui sont commis, et faire une hiérarchie, comme on a tendance à le faire à la fois symboliquement et aussi sur le plan procédural, parce que pour le génocide, il y a plus de possibilités de juridiction, d'aller devant notamment la Cour internationale de justice. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas devant un génocide qu'on n'est que, avec beaucoup de guillemets, devant un crime contre l'humanité, que ce ne sont pas des crimes. Et pour terminer, il y a cette photo très emblématique du personnage qui a été publiée dans le journal des tribunaux à l'occasion d'un hommage à Eric David, où on voit Eric David sur le mur de séparation qui a été construit par Israël, où on le voit en train d'écrire occupation, enfin colonisation est égale à crime de guerre en vertu de la 4e Convention de Genève, et donc il tag sur le mur, et donc c'est tout lui. Donc il y a à la fois un raisonnement rigoureux où il cite les articles pertinents de la Convention de Genève, et il y a évidemment un engagement qui était au centre de sa vie, et à la fois académique et personnel, où la question du génocide est un élément parmi d'autres. Il y a aussi d'autres crimes qui doivent être dénoncés, et c'était vraiment, je le répète, au centre de son combat. Donc voilà peut-être une dernière leçon à propos de laquelle on peut réfléchir à partir de l'œuvre et de la vie d'Eric David. Merci, monsieur. C'est vrai que nous sommes maintenant au cœur de ce colloque, au cœur du génocide, des génocides, au cœur de la justice.
et du temps qui passe. Vous nous avez, Monsieur Courten, replacé effectivement l'engagement, le travail d'Éric David dans cette perspective de temps pour l'actualiser aujourd'hui. C'est un peu notre rôle ce matin. Je vais passer la parole à Michel Mamorian, qui est avocat honoraire, ancien président du comité des Arméniens de Belgique et qui a de tout temps été aux côtés des communautés rwandaises pour afficher sa solidarité et pour accompagner le combat pour la justice. Je vous remercie. Merci, Monsieur Martin. Monsieur le Président, je vais donc, et je vous en remercie de me donner la parole, je vais donc commencer par le génocide des Arméniens, parce que c'est le plus ancien, ou en tout cas le plus ancien de ceux qui sont reconnus et sanctionnés. Ce sera donc une brève contribution à l'étude comparée qui pourra servir de réflexion pour le génocide des Tutsis aux Arméniens. Alors, ceux qui étaient présents se souviennent que lors du colloque en 2023, j'étais invité à répondre à la question « Qui sont les coupables du génocide des Arméniens ?» Ce qui m'a permis de confirmer qu'en vertu du droit international, en vigueur à l'époque dans l'Empire ottoman, 1915, ceux-ci, les faits, étaient condamnables du chef de crime contre l'humanité. Sujet sensible dans la mesure où l'État négationniste oppose que le génocide n'aurait été incriminé que 30 ans après les faits. Alors il est entendu qu'en 1915, on ne parlait pas de génocide, on ne connaissait pas le mot, mais les faits étaient bien constitutifs de ce type de crime contre l'humanité qui a été qualifié ultérieurement de génocide. Et dès lors que la loi pénale internationale est applicable, eh bien, il est permis de passer à l'étape suivante, à savoir, puisque la loi est applicable, examinons très succinctement si et comment la loi a été appliquée, c'est-à-dire si et comment justice a été rendue. Doute que les massacres et déportations qui ont été commencés en 1915 ont visé en premier lieu et à titre principal les Arméniens, mais au final, ce sont tous les chrétiens de l'Empire ottoman qui ont subi le même sort, les Grecs, les Chaldéens, les Syriaques et les autres. Alors, première période, avant et pendant le génocide. Alors, dans la tradition catholique de l'époque, l'oppression des pauvres, des veuves et orphelins, l'homicide volontaire étaient les péchés qui crient vengeance au ciel. Et le sort des Arméniens dans l'Empire ottoman était proche de l'esclavage, on le sait, et n'a cessé de se dégrader tout au long du XIXe siècle. Le martyre des Arméniens de l'Empire ottoman est d'ailleurs à l'origine de l'évolution du droit international vers une limitation de la souveraineté de l'État, auquel a fait allusion le professeur Courten, limitation de la souveraineté en faveur du droit des minorités. Et cela en vertu des principes de l'humanité et de la civilisation. Je reprends les termes de l'époque. Quelle civilisation? La nôtre, bien entendu, la civilisation commune aux pays chrétiens de l'Europe, Russie compris. L'oppression des Arméniens à l'époque défrayait les chroniques. L'émotion des opinions publiques fut évidemment au comble lorsque furent connus les grands massacres de 1894-1896, faisant au moins 200 000 morts. Et dans les esprits, la vengeance du ciel
devait à tout le moins faire tomber sur les coupables le bras séculier. C'est cet échauffement des opinions, excédé de lire le récit des massacres de chrétiens, qui explique la rapidité avec laquelle les puissances alliées notifièrent aux dirigeants turcs de cesser les massacres un mois seulement, jour pour jour, après le déclenchement du génocide de 1915, sous peine d'en être tenus personnellement responsables. Sans remettre en question leur résolution d'en finir avec les Arméniens et les chrétiens ottomans, les Turcs se rendaient en effet compte de l'effet politique produit dans nos pays par le massacre des Arméniens depuis plus de 20 ans. Vers la fin de la guerre, la Grande Guerre, ils étaient donc persuadés qu'en cas de défaite de leur camp, le camp qu'ils constituaient avec l'Empire germanique et l'Empire autrichien et la Bulgarie, en cas de défaite de leur camp, la vengeance des vainqueurs pourrait être terrible. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'à leur place, ils ne se contenteraient pas, pour les venger, d'appliquer la loi du talion si des musulmans avaient été exterminés simplement à cause de leur rêve d'autonomie ou, comme on dit chez nous aujourd'hui, pour un mauvais regard. Deuxième période, 1918-1923, qui est le temps de la justice dans l'Empire ottoman occupé. 5 ans d'occupation. Alors voyons venir l'heure de la défaite, les jeunes Turcs au pouvoir paniquent et prennent les devants. Talat, le grand vizir, a démissionné le 13 octobre 1918, peu de temps après l'effondrement de la Bulgarie, le dernier allié de la Turquie, et immédiatement après, la tête du parti Jeunes Turcs au pouvoir est entièrement renouvelée. Ils sont nommés des hommes jeunes qui n'ont pas été compromis dans le cadre des massacres. Même recomposition au sein du gouvernement, bien que les Jeunes Turcs y conservent plusieurs sièges. D'autre part, Talat, le chef donc des Jeunes Turcs, et ses amis mettent sur pied une organisation souterraine intitulée le Karakol, chargée de protéger ses partisans contre d'éventuelles poursuites judiciaires en les cachant en Anatolie, chargée aussi de la résistance en transférant en province armes, argent et matériel, de veiller à la défense des droits de la population turque dont le territoire est menacé par les Arméniens, les Grecs, les Britanniques et les Français. Le 13 novembre 1918, les troupes anglaises et françaises, suivies par les Italiennes, entrent à Constantinople. La ville sera occupée jusque donc au 6 octobre 1923. Mais auparavant, dans la nuit du 1er au 2 novembre, après s'être adressé une dernière fois au cours d'un meeting à ses partisans, Talat et 6 des principaux responsables du génocide s'enfuient à bord d'un navire allemand. Une sorte d'opération turquoise, si vous voulez. C'est ainsi que le Hitler ottoman trouvera refuge à Berlin, dans un appartement du quartier chic, bordant le jardin zoologique, d'où il continuera le combat politique. À Constantinople, dans l'espoir d'apaiser le courroux des vainqueurs, on a arrêté des dizaines de responsables jeunes turcs, hauts fonctionnaires, militaires, compromis à haut niveau dans le génocide, et l'on se promet de les juger. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de juger soi-même ses serviteurs dans l'espoir de les faire échapper à la justice du vainqueur. Alors des cours martiales spéciales sont constituées à Constantinople et en province, mais bientôt les vainqueurs
se rendent compte de la duperie, car les enquêtes sont sabotées, des pièces des dossiers pénaux disparaissent, des prisonniers s'évadent et échappent à leur procès. Les occupants mèneront leurs propres enquêtes en vue de déférer les coupables devant un tribunal pénal international. 6 mois après le début de l'occupation, les Alliés entrevoient les difficultés à venir. Ils croyaient en fait les Turcs soumis et contrits par le poids de leurs péchés. Ils réalisent que derrière les gesticulations des représentants ottomans, le peuple gronde et rêve de revanche. Lorsque le 17 avril 1919, le premier condamné par une cour martiale ottomane, il occupait une fonction équivalente à celle de bourgmestre d'une ville de province, lorsque ce premier condamné est exécuté, ces funérailles donnent lieu à un rassemblement massif. On voit des gerbes de fleurs avec l'inscription « À l'innocent martyr islamique ». Des manifestations de Turcs se succéderont dans la capitale, défiant les forces d'occupation. On touche évidemment ici du doigt une réalité qui probablement a été négligée par les Alliés, à savoir que le génocide obéissait à un appel à la guerre sainte. C'était l'ordre de Dieu devant lequel le droit international s'efface. À la fin de la guerre, des centaines de milliers de Turcs avaient trempé dans le génocide, soit en tuant, soit en volant, soit en enlevant femmes ou enfants pour en faire des serviteurs et les convertir. Comment faire justice de tout cela? 67 détenus, parmi lesquels 12 anciens ministres, pour les enfermer sur l'île de Malte. Et ils s'activent alors vraiment à préparer le tribunal international. De leur côté, les cours martiales turques poursuivent les procédures et d'autres condamnations tombent. Mais ces condamnations règlent principalement des comptes politiques. Les partis qui ont été évincés par les jeunes Turcs prennent leur revanche et en profitent pour punir ceux qui, au pouvoir, ont forcé le pays à entrer dans la guerre et en ont profité pour instaurer une tyrannie. Accessoirement, les cours punissent les exactions et massacres de civils. Massacres de civils, mais on ne donne pas particulièrement ou très rarement les Arméniens. Évidemment. Cependant, malgré les sabotages de l'État profond, c'est-à-dire l'administration, les cellules jeunes turcs, malgré les sabotages de l'État profond, les témoignages et preuves accumulées établissent à suffisance le génocide, le tout constituant des sources précieuses pour les historiens. Peu à peu, le vent va tourner, car à l'est du pays, le général Mustafa Kemal relève l'armée grâce aux arsenaux secrets et rassemble les nationalistes pour continuer l'œuvre, je mets des guillemets, du comité jeune turc. À savoir, d'abord, annihiler l'Arménie, qui est née dans le Caucase en 1918, suite au reflux des Russes, fraîchement devenus bolcheviques, comme vous vous en souvenez. Pourquoi cela? Eh bien, parce que ce fragile État arménien, peuplé de rescapés, pourrait devenir un vaste foyer national, dans la mesure où, à la conférence de la paix, on envisage sérieusement de dépecer l'Empire ottoman en sa faveur.
ce que confirme d'ailleurs le premier traité de paix, le traité de Sèvres, qui a été signé par la Belgique en août 1920. Au moment même, cette signature a eu lieu au moment même où les massacres de masse ont repris, provoquant du reste la chute de ce fragile État arménien qui tombe alors dans l'escarcelle de l'armée rouge. Les massacres se poursuivront jusqu'en 1923, emportant les Grecs et les Syriaques sans que les puissances de l'entente, Grande-Bretagne, France, Italie, lèvent le petit doigt. Et désormais, Kemal incarne la nouvelle Turquie, que la France et l'Italie courtisent. La Grande-Bretagne reste isolée à Constantinople et ne résistera pas très longtemps. Elle se retirera, renonçant à tenir donc ses promesses de justice. Les nations européennes, en vérité, en ont assez de faire la guerre et tremblent à l'idée que la Turquie embrasse le communisme, comme Kemal le laisse habilement supposer. Dernière période, la période qui va du traité de Lausanne de 1923 jusqu'à ce jour, que je résume en disant que c'est le temps du silence et du déni. La conférence de la paix clôt les comptes de la Grande Guerre par un traité donc signé à Lausanne le 24 juillet 1923. Ce traité absout complètement la Turquie. Pas de sanctions territoriales, pas d'indemnisation des victimes civiles, pas même de reconnaissance symbolique des crimes commis. Il ne s'est rien passé. Silence. La Belgique figure parmi les négociateurs et les signataires de ce traité de la honte, dont l'anniversaire n'a jamais été fêté qu'en Turquie. L'État négationniste par excellence. 2 mois plus tard, Kemal fonde la République de Turquie, annule tous les jugements des cours martiales et accorde l'amnistie générale. Le nouvel ennemi des Turcs, cible du nettoyage ethnique, est désormais le peuple kurde, auquel on dénie même le droit de profiter de la dépouille des Arméniens exterminés alors qu'il a aidé au massacre. Les intérêts des puissances ont eu raison de leurs promesses de justice. Au diable, les Arméniens, au diable, les chrétiens ottomans. Est-il possible de concevoir un sort plus injuste? Si injuste qu'il inspirera une partie de l'entourage de Hitler 20 ans plus tard, rêvant, avant la débâcle, d'un accord avec les anglo-saxons pour unir leurs forces contre les rouges. En 1944, les Alliés ne pouvaient concevoir la moindre entente avec les nazis, étant donné les abominations auxquelles ils s'étaient livrés, et encore moins les laisser au pouvoir. Mais en 1923, les Alliés se sont retirés, en laissant tout bonnement le pays aux bouchers jeunes turcs rhabillés en kémalistes. Dans ces conditions, peut-on décemment reprocher à des Arméniens de s'être fait justicier et d'avoir exécuté quelques 7 des principaux auteurs du génocide? Au lendemain de la guerre, l'opinion en Europe leur était favorable. On en eut la preuve lors du procès de l'assassin de Talard, le grand vizir, devant un tribunal de Berlin en juin 1921. Télian, c'est son nom, avait suivi Talard dans la rue et l'avait abattu à coups de pistolet. Et il était resté sur place, attendant la police. À l'audience, il expliqua avoir agi pour venger ses parents. Sa mère, martyrisée, entend ses nuits par ses supplications.
il a été acquitté par un jury pris par l'émotion. Dans les années 1980, on se souvient de la réapparition de justiciers arméniens. Ils eurent droit brièvement à la même sympathie, tant il est vrai que la justice était imprescriptible, que l'injustice, était imprescriptible. De la sympathie, les Arméniens de Belgique et d'ailleurs en Europe, ou aux États-Unis d'Amérique, en ont trouvé, mais de justice, point. Le génocide de 1915 a été reconnu presque unanimement, mais en excluant à ces reconnaissances tout effet juridique. À l'injustice de Lausanne s'est même ajoutée une autre injustice pour la diaspora arménienne d'Europe. L'amnésie des dirigeants, ou leur ignorance les amena à ouvrir les frontières de leur pays pour y introduire en masse des citoyens turcs à partir des années 1960. Ainsi, alors que la Turquie avait exterminé et déporté les Arméniens dont elle ne voulait plus de la présence sur son sol, les Arméniens rescapés du génocide et leurs descendants réfugiés en Belgique, notamment, étaient priés de vivre ensemble, je mets les guillemets, avec les négationnistes. Plus honteux encore, lorsque la Belgique s'avisa que le négationnisme devait être considéré comme un délit et introduit à ce titre dans le Code pénal, son Parlement le fit en 1995 contre les négateurs du génocide des Juifs, puis en 2019 contre les négateurs du génocide des Tutsis et de tous les autres génocides, sauf celui des Arméniens. Monsieur le Président, je peux donc répondre à la question posée en titre, mais vous aurez deviné le sens de ma conclusion. Non, malgré le droit international, la justice a été refusée aux Arméniens, tandis que les jeunes Turcs ont pu fonder leur république devenue un modèle caricatural d'État négationniste, ce qui ne l'empêche pas d'être respecté au plan international, d'être membre de l'OTAN, d'avoir été reconnu digne de faire partie de l'Union européenne, et même, ce qui me paraît un comble, de nommer un juge à la Cour européenne des droits de l'homme, lequel pourra éventuellement chapitrer la Belgique, mais aussi l'Arménie. On sait que chaque génocide est unique. Pour moi, l'unicité du génocide des Arméniens tient dans la violence et la permanence du déni de justice dont il est l'objet. Je vous remercie. Merci, M. Lamourien, pour nous replonger dans l'histoire du génocide arménien. Les conséquences sont encore tellement visibles aujourd'hui. Nous mesurons effectivement ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux, une relative indifférence tout au long de la frontière turque dans le nord de la Syrie. Je vous propose maintenant, avant de poursuivre, parce qu'il reste encore de nombreux intervenants, je propose une pause café d'une vingtaine de minutes, c'est l'occasion de bavarder, et puis nous nous retrouverons ici pour poursuivre